réflexion sur les défis sociaux, économiques et technologiques. Plus concrètement, son action se structure autour de 4 métiers, c'est évaluer, anticiper, débattre et proposer. Bien évidemment, la concertation est au cœur de ce processus, hein, et on se nourrit pas mal de débats avec des experts, la société civile, les partenaires sociaux, qui viennent enrichir notre réflexion et notamment les rapports et notamment celui qu'on va vous présenter, qui a été rendu public en septembre 2016 et rendu à la ministre du Travail. Donc en attendant, on a ouvert l'outil de sondage. Alors, on vous a posé une première question. Donc, on vous incite à essayer de tester vos connaissances. Pour l'instant, beaucoup de réponses à plus de 15 pour le nombre de motifs de discrimination. Donc, on vous donnera la réponse dans quelques instants. Alors, premier point, donc, comment définir et mesurer les discriminations? Donc, il est assez complexe, c'est difficile à définir la discrimination. C'est pourquoi, sur le plan juridique, le droit européen notamment distingue 2 types de discrimination. Vous avez ce qu'on appelle la discrimination directe, où là, il y a vraiment une volonté délibérée, l'intention de discriminer quelqu'un. Donc, on peut prendre l'exemple par exemple, sélectionner à l'embauche sur la couleur de peau. Et puis, vous avez une deuxième définition qui vient compléter cette première définition de la discrimination directe, ce qu'on appelle la discrimination indirecte. Et là, c'est un peu plus subtil. En réalité, là, c'est l'acte en lui-même qui est jugé discriminatoire. Mais contrairement à la première définition, il n'y a pas l'intention au départ de discriminer. Donc, on peut prendre l'exemple notamment si dans une entreprise, on décide d'appliquer un taux de rémunération des heures supplémentaires qui est différent selon le temps de travail, si vous êtes à temps complet ou à temps partiel. Il est possible que cette mesure discrimine en raison du sexe, et notamment les femmes, puisqu'on sait que dans la très grande majorité des cas, ce sont les femmes qui sont à temps partiel dans l'entreprise. On peut aussi prendre un autre exemple, si vous mettez en place une mesure de différenciation selon l'ancienneté ou l'expérience, et il y a un risque évidemment aussi là de discriminer en fonction de l'âge. Donc, la discrimination est un phénomène complexe, hein, difficile à définir, et on a essayé autant que possible dans ce rapport de se rapprocher le plus possible de cette définition juridique de la discrimination qu'on peut définir comme le fait qu'il y ait un traitement inégal à caractéristiques équivalentes. Trop vite. Alors, à quel type de discrimination s'est intéressé dans ce rapport? Donc, on s'intéresse aux discriminations sur le marché du travail, à travers notamment 3 dimensions. Donc, l'accès à l'emploi d'abord, à travers l'accès au CDI à temps plein et l'accès aux postes les mieux rémunérés, notamment les 10% des postes les mieux rémunérés dans l'économie. On regarde également le risque de chômage et enfin le niveau de salaire, les inégalités salariales, dont on sait qu'elles sont une dimension importante des inégalités femmes-hommes. Alors, le Code du travail et le Code pénal français précisent combien de motifs de discrimination sont sanctionnés par la loi. Vous en avez aujourd'hui 21. Donc, il est assez difficile d'intégrer ces 21 motifs dans une analyse dans ce type d'analyse. C'est pourquoi on a décidé de se concentrer dans ce rapport sur 3 de ces critères qui nous paraissaient les plus importants. Donc, c'est le sexe, l'origine géographique des parents et le lieu de résidence. Et donc, c'est d'autant plus difficile qu'en plus, dans la plupart des cas, ces 21 motifs peuvent se cumuler. Donc, on le verra tout à l'heure notamment, mais si vous êtes une femme mais d'ascendance d'origine africaine, c'est un peu la double peine, quoi. Et donc, le choix de s'intéresser aux discriminations sur le marché du travail, il est aussi justifié par le fait que, notamment dans le dernier rapport du Défenseur des droits, on constate que les dossiers de réclamation dans la lutte contre les discriminations portent dans plus de la moitié des cas sur des discriminations qui ont lieu dans l'emploi. Donc, c'est vraiment le lieu où les discriminations sont plus importantes. Merci. Donc, comme vient de vous le dire Jean, il vous a d'ailleurs donné la réponse à la première question. Il y a 21 motifs de discrimination qui sont reconnus par la loi. Et évidemment, on n'a pas pu tous les étudier dans le rapport. On s'est concentré principalement sur 2 dimensions, à savoir le sexe et l'origine géographique.
L'origine géographique, on l'a divisé en 4 catégories, 4 grandes catégories. La catégorie sans ascendance migratoire, donc ça veut dire que la personne est née en France sans parents, sans avoir un de ses 2 parents qui soit immigré, ou alors elle est née à l'étranger de nationalité française, mais sans avoir aucun parent qui soit immigré. On a aussi les descendants d'immigrés d'Afrique et les descendants d'immigrés européens. Par contre, on n'a pas de catégorie d'immigrés. On a toutes les personnes qui ont été étudiées dans le rapport, ce sont toujours des enfants d'immigrés. On a exclu les immigrés parce que pour ces catégories d'individus, c'est plus difficile de mesurer la discrimination. Et on a une dernière catégorie d'origine géographique, c'est le fait d'être né dans les DOM et de résider en métropole. Donc, en croisant les 2 critères, sexe et origine géographique, on obtient 8 groupes. Un groupe non discriminé, qui sont donc les hommes sans ascendance migratoire directe, et puis 7 groupes potentiellement discriminés. En plus de ces 2 critères principaux, on a aussi fait un petit focus sur le lieu de résidence, puisqu'on sait, selon de nombreux rapports, que un certain nombre de personnes peuvent être discriminées parce qu'ils habitent dans des quartiers difficiles, avec une mauvaise réputation. Et donc, on a ajouté ce critère, mais on n'a pas croisé avec les 7 catégories précédentes. Là, c'est vraiment l'effet moyen du fait de résider en zone urbaine sensible. Les zones urbaines sensibles, ce sont les quartiers difficiles qui sont reconnus par la loi. Alors, maintenant, si on rentre dans la méthodologie de la mesure des discriminations, on a 3 types de mesures différentes. Tout d'abord, une mesure subjective, qui est le fait de demander aux victimes des discriminations si elles se reconnaissent victimes et à quel niveau, dans quelle situation. On fait ça par des enquêtes de victimation. Le problème de cette mesure-là, c'est qu'elle ne nous dit pas l'écart de situation entre les personnes discriminées et les autres. On a une deuxième méthode qui est une méthode expérimentale, dite de testing. En fait, c'est des expérimentations. Donc, on va envoyer par exemple des CV anonymes, enfin des CV, pardon, où on aura des gens qui ont les mêmes caractéristiques, mais certains vont être d'origine immigrée, certains vont être des hommes, certains vont être des femmes, et on regarde s'il y a un traitement inégal pour des personnes qui ont des caractéristiques similaires. Et donc, dans ce cas-là, on est sûr et certain qu'il y a eu une vraie discrimination. Alors, le problème de ces testings, c'est que on peut mesurer la discrimination, mais on n'a pas non plus une mesure de l'effet de la discrimination en termes de taux d'accès à l'emploi, de salaire ou de carrière professionnelle. Donc nous, on a utilisé une 3e méthode qui est la mesure statistique des discriminations, où on part des enquêtes statistiques et on essaie de mesurer les écarts entre les groupes discriminés et la population de référence, les écarts qu'on a mesurés par le salaire, la réussite professionnelle par exemple. Alors l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'elle est englobante, c'est-à-dire qu'on peut regarder de nombreuses dimensions sur le marché du travail. Elle est aussi objective parce qu'elle ne se base pas uniquement sur les déclarations des victimes et elle permet de contrôler par un certain nombre d'observations qui sont présentes dans l'enquête. Donc, en 2 mots, la méthode est simple. On a une population de référence et des populations discriminées. On a des écarts entre ces 2 populations. Une partie de ces écarts vont être expliqués par des différences objectives qui sont liées au niveau d'éducation, à l'origine sociale, à l'âge. Et une fois qu'on a pris en compte ces différences objectives, il nous reste des écarts. Et ça, ces écarts-là, on va les qualifier d'inexpliqués. Et alors, une partie des écarts inexpliqués, ce sera de la discrimination. Et alors, le problème, la limite de cette méthode, c'est qu'une partie de ces écarts inexpliqués vient aussi des limites de notre enquête. Donc, on peut avoir des caractéristiques inobservées. On pense par exemple à la maîtrise de la langue française, qui ne sont pas dans l'enquête. Donc, voilà. On n'est pas sûr à 100% qu'on ait de la discrimination. Donc, c'est pour ça que les résultats de notre mesure doivent être pris avec prudence. Et c'est aussi pour ça que vous verrez dans la deuxième partie de la présentation, on a essayé d'être le plus prudent possible quant à l'estimation des coûts des discriminations. Alors, maintenant, on va passer rapidement à quelques grands résultats sur les écarts de situation sur le marché du travail. Donc, tout d'abord, les écarts inexpliqués d'accès à l'emploi. Alors, l'accès à l'emploi, ici, c'est la probabilité pour une personne qui est en âge de travailler d'être en emploi. Donc, on a mené des études sur des enquêtes entre 1990 et 2014.
et il y a un certain nombre de faits saillants qui sont ressortis. Donc, si on se concentre sur la période la plus récente, 2009-2014, vous voyez qu'il y a 3 groupes. Alors, pour vous expliquer un peu le graphe, il faut garder à l'esprit que la population de référence, donc les hommes sans ascendance migratoire, sont à 0. C'est notre référence. Donc, si vous êtes discriminé, vous êtes dans le négatif, et plus vous êtes bas, plus vous êtes discriminé. Donc, si on se focalise sur la période récente, on voit qu'il y a en gros 3 groupes. La population la plus discriminée, ce sont les femmes descendantes d'immigrés d'Afrique. Vous voyez qu'il y a 25% de chances en moins d'être en emploi, toutes choses égales par ailleurs, c'est bien des écarts inexpliqués, qu'un homme sans ascendance migratoire. On a ensuite un groupe avec les femmes sans ascendance migratoire, les femmes natives des DOM et les hommes d'ascendance africaine qui ont 10% de chances en moins d'être en emploi, toutes choses égales par ailleurs. Et puis enfin, on a les hommes qui sont natifs des DOM qui là ont une situation qui n'est pas significativement différente des hommes sans ascendance migratoire. Donc voilà, on a ce premier constat avec un groupe, on a vraiment les femmes d'origine africaine qui sont vraiment très très discriminées. Par contre, si on regarde dans le temps, on a globalement une amélioration des choses sur le marché du travail. C'est-à-dire que les groupes discriminés le sont de moins en moins, et c'est visible notamment à propos des femmes sans ascendance migratoire. Vous voyez qu'au début des années 90, l'écart de chance d'être en emploi par rapport aux hommes sans ascendance migratoire, c'était de 20 points, plus de 20 points, 22 points, et aujourd'hui c'est 10 points. Donc il y a une réduction par 2 des écarts sur 25 ans, et il reste par contre encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver jusqu'à l'égalité. Alors si on s'intéresse maintenant à une deuxième dimension, donc le chômage, ce qu'on constate aussi, c'est que depuis 25 ans, les écarts inexpliqués de chômage entre les hommes et les femmes sans ascendance migratoire s'est réduit assez fortement. Il a été divisé par 2, donc il était de moins 20 points au début des années 90. Attendez, non, pas moins, excusez-moi, moins 4 points au début des années 90, et il a quasiment disparu au cours des 5 dernières années. En revanche, pour d'autres catégories de la population, on pense notamment aux descendants d'immigrés d'Afrique et aux personnes natives des DOM, ces écarts inexpliqués de chômage ont eu tendance à s'accentuer, notamment depuis la crise de 2009. Donc ça renvoie à plusieurs effets. Je vais me permettre de te couper. N'hésitez pas à nous poser des questions. Juste après, on va répondre à une première série de questions sur la mesure des discriminations. Donc n'hésitez pas dans le chat à commencer vos questions. Donc je disais qu'on a une recrudescence des écarts inexpliqués de chômage pour les descendants d'immigrés d'Afrique et des DOM, et que cette recrudescence, elle renvoie à 2 types d'effets. Donc vous avez un effet lié à la conjoncture économique et au fait que certaines catégories sont des secteurs d'activité qui sont plus touchés que d'autres. Mais vous avez aussi une partie de ces écarts qui renvoie peut-être à la discrimination, puisqu'on sait que lorsque le marché du travail est en berne, le pouvoir de l'employeur, en tout cas son pouvoir de sélection est plus important. Donc le rapport de force est plutôt en défaveur du candidat que de l'employeur. Troisième dimension de ces discriminations, donc c'est le salaire. Donc, là, vous avez les écarts toujours inexpliqués de salaire entre les hommes et les femmes, donc sur la période 2009-2014. Et donc le fait marquant, c'est que ce qui explique ces écarts de salaire, donc les femmes gagnent 12 à 13% de moins qu'un homme en moyenne. Et quelle que soit l'origine des femmes, en fait, cet écart est très similaire. Il varie de moins 12 à moins 13%. Et chez les hommes, en revanche, l'écart le plus élevé que l'on constate, c'est chez les hommes originaires des DOM, et il est 2 fois inférieur à celui des femmes, par exemple, sans ascendance migratoire. Donc vraiment, l'élément marquant ici, c'est qu'au-delà de l'origine, c'est vraiment le fait d'être une femme qui pénalise le niveau de salaire sur le marché du travail. Lorsque l'on regarde cette dimension en évolution sur 25 ans, eh bien, ce que l'on constate aussi, c'est que ces écarts inexpliqués de salaire sont stables dans le temps. Ils ont tendance à assez peu se réduire et ils restent toujours en défaveur des femmes. On constate que l'écart de salaire, il a oscillé entre 90 et 2014, entre moins 14 et moins 12, moins 13% pour les femmes. Donc, on va passer à une première série de questions-réponses auxquelles on va répondre. Alors
Alors, il y avait une question sur, les derniers testings en date. C'est une question intéressante parce qu'il y a le ministère du Travail qui a mis en place un testing sur les entreprises de plus de 1000 salariés qui a été mené en fin d'année dernière et dont les résultats n'ont pas encore été rendus publics, mais la ministre du Travail de l'époque avait dit qu'il y avait des écarts sensibles. Enfin, il y avait certaines entreprises qui avaient, on avait un certain nombre de preuves que certaines entreprises pratiquaient une discrimination importante. Et donc, dans quelques mois, normalement, ces résultats devraient être rendus publics, entreprise par entreprise. Alors, juste, pour compléter, par contre, sur le site du ministère du Travail, vous avez, ça s'appelle le site de la CARES, vous avez un document de 8 à 10 pages qui présente les principaux résultats de ce testing. Il est disponible en ligne et je crois qu'il a été publié en fin d'année 2016 dernière. Voilà. Et sinon, il y a eu un testing intéressant l'année dernière qui a été publié dans une revue de recherche l'année dernière d'une chercheuse de PSE, de l'École d'économie de Paris, qui s'appelle Valfort, qui s'est concentrée sur la religion, donc qui a testé le fait d'être musulman, chrétien, juif et athée dans le taux de réponse aux envois de CV. Et le résultat principal de cette étude, c'était que c'était les hommes musulmans qui étaient les plus discriminés. Elle a testé ça avec le prénom, avec l'origine géographique aussi. Ça, c'était assez robuste. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, on voit cet effet sur les hommes d'origine d'Afrique, Maghreb, Proche-Orient dans le testing, mais ça ne correspond pas forcément à ce qu'on voit après en termes de résultats, en termes d'écart de salaire. Ce n'est pas les hommes d'origine africaine, par exemple, qui sont les plus discriminés ex post, c'est-à-dire qui ont les écarts les plus importants à la fin, quoi. Donc, c'est pour ça que les résultats des testings doivent être un peu pris avec des pincettes. Donc, oui, c'est une deuxième question sur le fait qu'on comptait que les salariés ou aussi les auto-entrepreneurs. Sur cet aspect-là, donc l'enquête que l'on utilise, qui est l'enquête emploi de l'INSEE, en tout cas sur la dimension salaire, effectivement, on s'est concentré que sur les salariés et on n'a pas pris en compte les non-salariés, et notamment les auto-entrepreneurs qu'on identifie assez mal dans les enquêtes actuellement, en tout cas dans l'enquête qu'on utilisait. On arrive à les repérer de manière assez correcte que depuis un an ou deux. Et enfin, sur la question de la dimension emploi et chômage, effectivement, on a fait le choix d'exclure les non-salariés de l'analyse. Pour deux raisons. A priori, c'est notamment le fait que quand on regarde les statistiques de manière descriptive, ce qu'on constate, c'est que sur le marché du travail, c'est avant tout les salariés qui sont victimes de ces inégalités. Et qu'au final, les non-salariés dans leur ensemble, donc c'est en moyenne, donc bien évidemment, il peut y avoir des particularités selon les statuts, notamment les auto-entrepreneurs, dont on sait qu'ils sont beaucoup plus précaires qu'un non-salarié classique. Les non-salariés ont une situation dans l'emploi et en termes de salaire qui est beaucoup plus favorable. Alors, on a ouvert également la dernière question du sondage. Ah oui, donc oui, on a ouvert la dernière question du sondage, donc vous pouvez y répondre en même temps. J'ai vu une question sur les PME. Est-ce que les PME sont moins discriminantes? Alors, dans le rapport, on a essayé de séparer les petites, moyennes et grandes entreprises. On n'a pas trouvé d'effet significatif, il n'y a pas de différence significative entre ces types d'entreprises. Par contre, entre secteurs, on a trouvé des écarts significatifs. Donc, les écarts entre les hommes et les femmes et entre les hommes, enfin, entre les personnes d'ascendance migratoire et sans ascendance migratoire sont maximaux dans le secteur de l'industrie et dans la construction et plus faibles dans les services marchands et encore plus faibles dans le service public. Donc mais par contre, sur la taille des entreprises, ça ne joue pas. Peut-être encore une question. Ouais, oui, alors sur le travail à temps partiel. Donc, une partie des écarts hommes-femmes s'explique en effet par le temps partiel, mais on en a tenu compte. Donc, quand on a montré tout à l'heure les écarts inexpliqués en termes de salaire, c'est en tenant compte du fait que les femmes travaillent plus à temps partiel que les hommes. Il y en a qui disaient qu'il y avait 24 types de discrimination. Alors, sur les critères, oui. Selon l'information qu'on prend, on peut distinguer plus ou moins de critères, quoi. Dans la loi, en tout cas, c'est 21.
Mais effectivement, vous pouvez trouver dans certains rapports ou sur certaines sources, sur Internet notamment, je crois que le défenseur des droits détaille davantage en fait certaines catégories de l'article de loi, ce qui fait passer de 21 à 24 ou 25. Et ce qui peut expliquer que certains d'entre vous aient trouvé 24 sur Internet. Il y a Julie qui demande une dernière question peut-être. Oui, nous deux encore. Hein, il y a Julie qui demande si cela a été fait également sur les contrats publics dans la fonction publique. Oui, donc comme je disais tout à l'heure, on a différencié 4 secteurs, l'industrie, la construction, le secteur marchand, enfin les services marchands, pardon, et puis le secteur public, en fait, pas seulement la fonction publique, le secteur public dans son ensemble. Et on trouve quand même des écarts significatifs entre hommes et femmes, et selon l'origine migratoire, à l'intérieur du service public. Et du coup, ça me fait penser que juste avant que nous rendions notre rapport en septembre 2016, en juin 2016, vous avez un rapport d'un économiste qui a été rendu et qui porte justement spécifiquement sur les discriminations dans la fonction publique et qui, lui, du coup, s'est intéressé uniquement au secteur public et qui a regardé également les dimensions accès à l'emploi et salaire. Et ce qu'il constatait, c'est que même au sein de la fonction publique, vous avez des écarts de salaire qui sont assez importants. Notamment dans la fonction publique d'État, vous avez des écarts de salaire qui sont équivalents à ceux que vous trouvez dans le secteur privé. Donc, je crois que ce rapport est disponible en ligne sur Internet. Ça s'appelle Les discriminations dans l'emploi public. Et vous y trouverez une ligne d'information. Et notamment, il démonte un peu certains préjugés selon lesquels, dans la fonction publique, étant donné que les salaires sont fixés par indice, etc., a priori, on aurait dû observer moins, voire aucune discrimination. Et donc l'originalité du rapport, c'est effectivement de montrer que quand vous êtes contractuel, selon la fonction publique à laquelle vous appartenez, vous avez des discriminations à la fois dans l'accès au poste et dans les rémunérations. Justement, il y a une question sur est-ce que les discriminations touchent plus les cadres que les non-cadres? Alors, c'est une question intéressante qui n'est pas facile. Il n'est pas facile de donner une réponse. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une différence très très importante entre les hommes et les femmes, c'est dans l'accès aux postes les plus qualifiés. Justement, j'en parlerai juste après. C'est beaucoup plus difficile à mesure que vous montez dans la hiérarchie des salaires, vous trouvez de moins en moins de femmes. Et donc, on peut dire qu'il y a encore un plafond de verre important en France et qu'en tout cas, l'accès au poste de cadre reste toujours difficile. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans notre rapport, c'est qu'on a montré que l'accès des hommes d'ascendance africaine et des natifs des DOM aux postes les plus qualifiés était beaucoup plus facile que l'accès des femmes sans ascendance migratoire aux postes les plus qualifiés. Donc ça, c'est pour remettre aussi en cause un certain nombre d'idées reçues sur les discriminations en France. Et donc aussi, je crois que j'avais vu une question sur pourquoi on discrimine en France. Alors, c'est un peu... La réponse n'est pas simple. Mais vous avez bien évidemment des a priori, des préjugés de la part des employeurs, mais vous avez aussi des personnes, et notamment des femmes, qui s'autocensurent, qui elles-mêmes n'osent pas prétendre à des postes qualifiés parce qu'elles anticipent qu'elles ne sont pas faites pour ce poste ou qu'elles ne seront pas prises. Donc, les raisons de ces discriminations sont assez complexes. Elles relèvent à la fois potentiellement du comportement de l'employeur, mais également de la personne elle-même qui peut se censurer et du coup, comment dire en tout cas, si tu peux compléter la réponse, dans le rapport, on n'a pas pu distinguer ce qui relevait des stéréotypes de genre, ce qui venait du système éducatif, vraiment, ce qui venait du comportement des employés et du comportement des employeurs. C'est pour ça qu'on a préféré être prudent dans l'interprétation des résultats. Il n'y a pas à l'heure actuelle de méthodologie parfaite pour distinguer ces différents effets. Donc, quand on parle de discrimination, c'est plutôt au sens large. Alors, on essaie d'être le plus précis possible, mais c'est discrimination au sens large, inégalité, et en tout cas, nous, on s'en est tenu à la définition en termes d'écart inexpliqué. Au niveau de notre méthodologie, c'est assez clair. Ok, bon, J'ai peut-être une dernière remarque, parce que dans les questions, j'ai vu qu'il y avait certaines remarques sur les écarts entre les femmes d'origine africaine et le reste de la population. Alors, on a dit tout à l'heure que les femmes d'origine africaine
avaient moins accès à l'emploi, toutes choses égales par ailleurs, que les autres catégories. Donc ça, c'est vrai. Mais par contre, en termes de salaire, vous n'avez pas d'écart significatif entre les femmes d'origine africaine et les autres catégories de femmes. Donc, elles sont pas la discrimination ne s'ajoute pas forcément dans tous les domaines. Et sur les femmes d'origine africaine, il y a clairement quelque chose qui se passe sur l'accès au marché du travail. Alors, encore une fois, est-ce que ça provient des comportements des employeurs? Probablement oui, parce que dans les testings, on voit qu'il y a des écarts significatifs dans les taux de réponse des femmes d'origine africaine, mais on ne peut pas être catégorique pour répondre à cette question. Il y a certainement aussi peut-être des dimensions culturelles, familiales, de répartition de la charge du travail domestique au sein du couple. Donc ça mériterait d'être peut-être creusé dans des futures études. Donc je pense qu'on peut peut-être passer à la deuxième partie sur la mesure du coût économique des discriminations à l'échelle de l'économie française dans son ensemble, ou vu d'une manière différente, la question des gains économiques à une réduction des discriminations. Alors, pour essayer de vous donner un aperçu global sur ce qu'on a essayé de faire dans le rapport, on n'essaye pas de se dire si du jour au lendemain il y avait moins de discrimination, qu'est-ce que ça apporterait, est-ce que ça créerait de la croissance en plus, du chômage, est-ce que ça fluidifierait le marché du travail? Aujourd'hui, on s'est plutôt placé dans une perspective de moyen long terme, c'est-à-dire une perspective de 10 à 20 ans, et on s'est dit qu'à une perspective de moyen terme, la richesse du pays, elle est déterminée par la taille de la population active, ou plutôt par la taille de la population en emploi, et aussi par le niveau de qualification de la main-d'œuvre. Donc voilà, on est vraiment dans une perspective sur une vingtaine d'années, et il y a une hypothèse importante qui est sous-jacente à tout le rapport, c'est l'hypothèse d'égale distribution des potentiels entre les différentes catégories. C'est-à-dire qu'on a considéré que les hommes sans ascendance migratoire et toutes les autres catégories de la population avaient en leur sein des gens talentueux, des gens moins talentueux, des gens à fort potentiel et des gens à moins fort potentiel dans les mêmes proportions, et qu'il n'y avait pas d'inégalité, en tout cas à la naissance, entre les différentes catégories. Vous verrez que pour une partie des mesures, des gains économiques à la lutte contre les discriminations, cette hypothèse est importante. Donc deux autres précisions. On a donc dans nos scénarios considéré des cibles prudentes de réduction des discriminations. Donc on n'a pas fait des scénarios où vous disparaître 100% des discriminations sur le marché du travail. On a plutôt fait des scénarios où on réduisait de moitié les écarts. Alors il y a deux raisons pour ce choix. C'est que d'une part, comme on vous disait tout à l'heure, il y a une limite dans la mesure statistique des discriminations, donc on ne peut pas certifier qu'à 100% les écarts inexpliqués sont des discriminations, donc on voulait rester prudent dans les ordres de grandeur qu'on allait calculer. Et d'autre part, on n'a pas mesuré dans le rapport dans quelle mesure la baisse des discriminations allait faire baisser la situation des populations non discriminées. Donc, pour le dire simplement, est-ce que le fait qu'il y ait plus d'individus aujourd'hui discriminés qui accèdent au marché du travail, est-ce que ça va faire baisser le salaire des hommes sans ascendance migratoire? Est-ce que ça va faire baisser le taux d'emploi des hommes sans ascendance migratoire? Bon, à l'heure actuelle, on ne dispose pas des outils qui permettent de répondre à cette question. Et donc, pour être prudent, on a un scénario juste de réduction de moitié des écarts. Alors, si on regarde quand même dans le passé, entre 1990 et 2014, on se rend compte que quand il y a une amélioration de la situation des populations discriminées sur le marché du travail, ça ne se traduit pas par une détérioration mécanique pour les hommes sans ascendance migratoire. Donc, par exemple, entre 1990 et 2015, le taux d'emploi des femmes a augmenté de 10 points en France, et dans le même temps, le taux d'emploi des hommes a baissé de 1 point seulement. Donc, on n'a pas du tout un effet de vase communicant, en tout cas sur une période de 25 ans, on est dans une perspective de moyen terme. Le fait que certaines personnes entrent sur le marché du travail, ça crée plus d'activité, ça crée plus d'emplois, et ça n'aboutit pas forcément à détériorer la situation de ceux qui sont déjà sur le marché. Donc voilà, pour aller très vite, on a bâti 4 scénarios, on a détaillé plusieurs effets de la réduction des discriminations. Donc on a 4 effets. Le premier effet, c'est l'accès aux postes qualifiés des personnes discriminées. La deuxième, c'est la hausse du taux d'emploi des catégories discriminées. Et puis, on a 2 autres effets qui ne sont pas forcément liés à la discrimination pure sur le marché du travail, mais qui
qui concerne aussi des écarts inexpliqués entre les populations. D'une part, c'est le temps plein, la question du temps plein et du temps partiel, donc qui renvoie aussi à des questions de répartition du travail au sein du couple. Et enfin, la question du niveau d'éducation. Donc, en se disant que, oui, alors à très long terme, peut-être qu'on peut faire converger les niveaux d'éducation et que ça aurait éventuellement aussi un effet sur l'activité puisqu'on aurait une main-d'œuvre mieux formée. Donc, on va se focaliser pour la simplicité de la présentation sur le scénario 2, donc accès aux postes qualifiés d'une part et hausse du taux d'emploi des catégories discriminées. Alors, pour l'accès aux postes qualifiés, le raisonnement général, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a une mauvaise allocation de la main-d'œuvre sur le marché du travail. On a des gens qui sont peu talentueux, qui occupent des postes qualifiés. Donc ça va être, par exemple, parmi les hommes sans ascendance migratoire. Le fait qu'il y ait des discriminations, ça va faire que certains hommes sans ascendance migratoire peu talentueux vont accéder à des postes de cadre, de dirigeants. Et au contraire, on aura des gens talentueux dans les populations discriminées qui ne vont pas pouvoir accéder aux postes qualifiés. Et donc, on va avoir un gâchis de talent, un gâchis de productivité qu'on a essayé de mesurer. Alors, pour peut-être rendre les choses un petit peu plus concrètes, on va faire un petit détour par la distribution des salaires chez les hommes et chez les femmes pour vous faire comprendre ces histoires de mauvaise allocation. Donc là, sur ce graphique, vous avez la distribution des salaires chez les hommes âgés de 40 à 54 ans. Donc, vous avez donc 0, c'est la personne la moins bien payée, l'homme le moins bien payé, et 100, c'est l'homme le mieux payé. Vous voyez que le top 1%, c'est aux alentours de 8 000 euros, et en bas, on est au niveau du SMIC. Vous voyez aussi qu'il y a 60% des hommes qui gagnent plus de 2 000 euros. Maintenant, si on regarde le niveau de salaire qui est nécessaire pour faire partie du top 10 des emplois, le top 10% des emplois, c'est gagner plus de 3 000 euros aujourd'hui en France. Donc, vous voyez qu'il y a 80, les deux courbes se croisent au niveau de 80, c'est-à-dire qu'il y a 20% des hommes sans ascendance migratoire âgés de 40 à 54 ans qui font partie du top 10% des salaires. Maintenant, si on regarde les femmes qui sont âgées de 40 à 54 ans, vous voyez que là, il y a seulement 10% des femmes qui font partie des postes les plus qualifiés dans l'économie française. Et donc, l'écart entre les deux courbes, elle montre bien la mauvaise allocation des talents dans l'économie française. C'est-à-dire que vous avez seulement 10% des femmes qui sont en haut, 20% des hommes. Donc, vous avez forcément des hommes moins talentueux si on considère que le niveau de salaire des hommes au sein de la catégorie des hommes est un indicateur du degré de productivité, du talent, entre guillemets, de l'individu. Vous avez des gens qui sont moins talentueux qui se retrouvent en haut et des femmes talentueuses qui, au contraire, sont exclues du haut. Et donc, nous, ce qu'on a fait dans le rapport, c'est de se dire s'il n'y a pas de raison, en tout cas, sous l'hypothèse que la distribution des talents soit la même dans toutes les catégories de la population, il n'y a pas de raison que ces deux courbes soient différentes. Donc, on a fait converger les courbes en se disant que s'il n'y avait pas de discrimination, les femmes accéderaient plus facilement aux emplois qualifiés. Et comme en moyenne, aujourd'hui, elles sont plus talentueuses que les hommes en haut de la distribution, eh bien, il y aurait un effet de productivité. Et donc cet effet de productivité, on l'a chiffré à peu près à 3,5% de la richesse nationale, environ 80 milliards d'euros. Le deuxième effet dans notre scénario 2, c'est l'effet accès à l'emploi. Là, c'est beaucoup plus simple. Un peu comme je disais tout à l'heure, entre les années 90 et 2014, on avait eu une augmentation de la proportion des femmes qui étaient sur le marché du travail. On a considéré que ce mouvement-là allait pouvoir continuer et que l'entrée l'augmentation de la population active allait créer de l'activité sur le moyen terme. Et donc là, quand on diminue de moitié les écarts de taux d'emploi entre les catégories discriminées et les hommes sans ascendance migratoire, on aboutit globalement à une hausse de la population en emploi de 600 000 individus, donc à une hausse de 3% de la population en emploi. Et donc, du coup, on a estimé avec des modèles économétriques qui ont été testés sur plusieurs pays dans le passé, on a testé l'effet que ça pourrait avoir sur la richesse nationale et on arrive encore une fois à un chiffre d'environ 3%. Donc, au final, lorsqu'on se focalise uniquement sur ce scénario 2, donc je rappelle, on s'est intéressé dans le rapport principalement à ce scénario pour deux raisons. C'est parce que ces deux effets, accès aux postes qualifiés et hausse du taux d'emploi des catégories discriminées, c'est
Ce sont les effets qui permettent le mieux de mesurer l'effet des discriminations sur l'économie. Et donc, in fine, après la prise en compte de ces deux effets, ce qu'on constate, c'est qu'une réduction de cette discrimination conduirait à accroître le PIB donc, sur une période de 20 ans de 6,9%, ce qui représente 150 milliards d'euros. Hein, donc, réparti sur 20 ans, ça fait un surcroît de croissance de 0,3% par an. Pour avoir une idée d'un peu de la fourchette, c'est le scénario 1 permettait une hausse du PIB de 3,6% jusqu'à 14,1% dans le cas du scénario 4, le dernier scénario qui est un scénario de très long terme, ce qui représente entre 80 et 310 milliards d'euros. Donc bien évidemment, la prise en compte de ces deux effets donc dans le scénario 2 a un effet positif sur les recettes publiques et également sur les dépenses qui se réduisent. Si maintenant on regarde un peu plus dans le détail quels sont les groupes ou les catégories de personnes discriminées qui contribuent à chaque scénario, ce qu'on constate, c'est que dans la majorité d'entre eux, ce sont les femmes et les personnes sans ascendance migratoire qui contribuent le plus. Donc là, il y a un effet purement numérique, puisque ce sont les populations les plus nombreuses au sein de la population française. Mais si on regarde dans le détail par scénario, ce qu'on constate, c'est que, par exemple, si on prend le scénario 3, qui réduit les inégalités de temps de travail entre les hommes et les femmes notamment, ce qu'on constate, c'est que, par exemple, sur 100 euros de PIB supplémentaire, vous avez 98 euros qui est lié à une meilleure trajectoire professionnelle des femmes. On voit également que cet effet est un peu plus important chez les descendants d'immigrés d'Europe. Et enfin, dans le scénario 3, qui élève le niveau d'éducation de chaque population, on constate à l'inverse ici que dans ce scénario, ce sont plutôt les hommes qui contribuent le plus donc, à cette hausse de la richesse nationale, puisque les hommes sont en moyenne moins diplômés que les femmes. C'est notamment le cas des hommes immigrés d'Afrique, mais également des hommes sans ascendance migratoire qui sont en moyenne moins diplômés que les femmes, notamment dans l'enseignement supérieur. Donc on va maintenant passer au deuxième temps d'échange, donc à la fin de cette présentation. On va de nouveau répondre à vos questions. Oui, donc on a eu plusieurs questions sur les préconisations de France Stratégie. La préconisation peut-être implicite du rapport, c'est de se dire que puisque la lutte contre les discriminations rapporterait tant d'argent, c'est économiquement rationnel d'investir un peu plus dans la lutte contre les discriminations. Investir dans la lutte contre les discriminations, ça peut être justement développer le testing. Donc les testings aujourd'hui sont faits de manière ponctuelle, ils sont faits surtout sur les grandes entreprises. Il était question à un moment de développer cette pratique et à France Stratégie, on était plutôt pour mener des testings à une échelle un peu plus industrielle, c'est-à-dire envoyer des millions de CV tous les ans pour essayer de repérer les pratiques discriminantes. Et donc voilà, c'est un peu la première préconisation. Ensuite, peut-être il y avait d'autres questions. Alors, les testings ont leurs limites. Oui, alors je réponds tout de suite à la question de Fatima. Les testings ont leurs limites, on l'a vu, mais ils permettent quand même de mettre en cause un certain nombre de pratiques. Alors, soit après, qui peut se traduire par des actions judiciaires, soit qui peut se traduire par du name and shame, c'est-à-dire que on pourrait pointer du doigt publiquement les entreprises qui pratiqueraient des discriminations, et en espérant que le public, les consommateurs peut-être se détourneraient des produits de cette entreprise et forceraient l'entreprise à changer ses pratiques. Donc c'est sûr que voilà, le testing, ça a ses limites, mais c'est quand même une arme redoutable parce qu'elle permet vraiment de caractériser de manière à peu près certaine la pratique de discrimination. Donc on a vu une question également sur les personnes en situation de handicap. Donc vous verrez dans le rapport qu'il y a un encadré qui est consacré à cette dimension de la discrimination, où on a essayé de regarder notamment est-ce qu'il y avait des écarts d'accès à l'emploi, des discriminations dans l'accès à l'emploi
selon qu'on est atteint depuis la naissance ou non d'une pathologie, quoi. Et ce qu'on a constaté, c'est que par rapport à une personne qui serait née sans pathologie lourde, les personnes notamment qui ont des difficultés cognitives ont des chances d'accès à l'emploi réduits de 26 à 30 points. Voilà. Alors, il y avait une question sur les statistiques ethniques. Alors nous, à France Stratégie, on ne se place pas sur ce débat parce qu'on se dit que déjà avec les enquêtes dont on dispose, on peut mettre en évidence beaucoup de discrimination sur les enfants d'immigrés. Alors évidemment, on ne pourra pas, à moins que les enquêtes emploi évoluent dans le temps et qu'on ait après des informations sur les grands-parents des individus, mais en l'état actuel des statistiques, on ne peut pas identifier les individus de troisième génération, c'est-à-dire les petits-enfants d'immigrés. Mais dans l'enquête emploi, on peut identifier les enfants d'immigrés. Et donc, finalement, on peut déjà faire énormément de choses avec les moyens dont on dispose pour mesurer les discriminations. Voilà. Il y a une question d'Evelyne sur la mixité. Est-ce qu'elle est plus respectée dans les groupes internationaux? Ça, je ne sais pas du tout. Là, pour le coup. Du coup, il y a une question sur le. Est-ce qu'un salariat plus féminisé est moins discriminant? Donc là encore, on n'a pas répondu à cette question dans le rapport, mais vous avez une étude d'un économiste français qui a comparé, en tout cas, entre la France et le Royaume-Uni, quelles étaient les performances sociales, donc mesurées par le bien-être au travail et les conditions de travail, dans les entreprises anglaises et françaises. Et il a essayé de mettre en évidence le fait que lorsque le personnel d'une entreprise, notamment à des postes élevés, est plus féminin qu'ailleurs, ce qu'on constate, on constate ça au Royaume-Uni mais pas en France, c'est que les performances sociales de l'entreprise en sont améliorées. Je crois que l'économiste s'appelle Thomas Breda, mais le titre du rapport, je ne l'ai pas en tête. Je pense que si vous tapez son nom sur Internet, en ajoutant performance sociale des entreprises et féminisation, ça doit être ça, vous devrez retrouver l'étude qui est publique. Il y avait encore une question sur les moyens de lutter contre la discrimination à l'endroit des femmes. Alors, un autre moyen dont on n'a pas parlé, c'est aussi la transparence de l'information. En Angleterre, par exemple, depuis 2 ans, les entreprises sont censées publier le salaire moyen des hommes et des femmes par niveau de poste. Et donc, on se rend compte assez vite des entreprises où il y a des écarts importants et celles où il y a des écarts peut-être plus faibles. Et ça implique après que celles où des écarts sont importants doivent se justifier, soit pour montrer qu'il y a une raison, soit si elles n'arrivent pas à justifier, ils sont obligés Voilà, on retombe sur la logique du name and shame, de la bonne réputation de l'entreprise. Voilà, donc on va clôturer donc, cette conférence. Vous pouvez retrouver le rapport donc, sur le site Stratégie Move, donc le prix économique discrimination. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Twitter et sur LinkedIn. Flickr et sur la chaîne YouTube de France Stratégie. Et vous recevrez normalement dans les prochains jours le replay ainsi que le PowerPoint de la présentation. Exactement. Et aussi de s'inscrire à la chaîne de France. Et n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne de France Stratégie exactement sur Wikio, parce qu'il y aura prochainement d'autres séminaires, notamment sur les Smart Cities. Merci beaucoup pour toutes vos questions en tout cas. Et bonne fin de journée. Bonne journée.